Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de SG Bourse Live. Nous sommes en direct pendant une demi-heure pour vous proposer le meilleur et rien que le meilleur des produits de bourse de la Société Générale et puis évidemment faire un tour d'horizon de l'actualité des marchés et des grandes entreprises. Et avec nous aujourd'hui, Sébastien David, responsable produits de bourse à la Société Générale. Bonjour. Bonjour Loïc. Et puis Valérie Gastaldi, analyste senior chez Day by Day. Bonjour. Bonjour Loïc. Allez, on va jeter un œil au programme. Entre Bruxelles et le Royaume-Uni. On parle évidemment du Brexit. On fera un point rapide également sur le remaniement ministériel en France. Et puis, vous découvrirez ensuite les événements micro et macroéconomiques qui vont influencer les marchés dans les prochains jours. On parlera politique monétaire, confiance des ménages et résultats trimestriels en France et aux États-Unis. Puis nous détaillerons, comme d'habitude, un point d'actualité à surveiller, à savoir Total devant le tribunal de Paris demain pour une affaire de pot de vin qui remonte aux années 90. Dans notre rubrique produits de bourse, Sébastien David nous présentera les Turbo Infinibest. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Quels bénéfices vous pouvez en tirer? Eh bien, toutes les réponses, c'est dans un instant. Et puis, nous retrouverons Valérie Gastaldi pour une analyse technique du CAC 40, des titres ST Microelectronics, Bayer, Sanofi et Legrand, avant de parler du DAX. Un bien joli programme SG Bourse Live. C'est parti. On commence donc cette émission avec les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni concernant le Brexit. Elles étaient dans l'impasse ces dernières semaines, du moins officiellement, mais selon différents témoignages de diplomates recueillis par l'agence Dow Jones, eh bien, les termes de ce divorce irrémédiable seraient en passe d'être réglés d'ici lundi. Londres et Bruxelles auraient réduit leurs divergences, notamment sur la question cruciale de la frontière irlandaise. L'Union européenne souhaite effectivement éviter la réapparition de contrôle entre l'Irlande et la province d'Irlande du Nord qui est rattachée au Royaume-Uni. De son côté, le ministre britannique en charge du Brexit, Dominic Raab, a confirmé hier cette intensification des discussions devant le Parlement, ajoutant même qu'il restait confiant dans la capacité à parvenir à un accord cet automne. Mais au sein même du Royaume-Uni, eh bien, les voix sont discordantes. Hier, la première ministre écossaise a affirmé que pour ne pas subir le Brexit, son pays devrait quitter le Royaume-Uni et devenir indépendant, ce qui serait évidemment un petit séisme géopolitique. Rappelons que l'Écosse a voté contre le Brexit avec 52% des voix. Et puis avant de passer à l'agenda, un petit mot sur le remaniement ministériel en France qui se fait attendre. Selon Europe 1 ce matin, rien ne sera mis en œuvre avant le retour d'Emmanuel Macron, actuellement en déplacement en Arménie, et ça, ce sera vendredi. Allez, il est temps de jeter un œil aux événements micro et macroéconomiques qui vont marquer les prochains jours et donc qui vont peser forcément sur les marchés. Demain à 13h30 par exemple, la Banque Centrale Européenne publiera son compte-rendu de la réunion de politique monétaire pour le mois de septembre. Comme toutes les 6 semaines, le Conseil des gouverneurs analyse les évolutions économiques et monétaires pour fixer entre autres les orientations en termes de taux d'intérêt directeur. Rendez-vous également ce vendredi à 11h pour découvrir le rapport sur la production industrielle pour le mois d'août dans la zone euro. Un peu plus loin de chez nous, même beaucoup plus loin que de chez nous, l'Assemblée générale annuelle du Fonds monétaire international à Bali, en Indonésie, va se terminer ce dimanche 14 octobre avec une série d'annonces à surveiller de près. Et puis aux États-Unis, ce vendredi à 16h, c'est l'indice de confiance des ménages calculé par l'Université du Michigan pour le mois d'octobre qui sera publié. Un indicateur qui influence beaucoup les marchés, c'est vrai, puisqu'il donne de nombreuses indications sur la consommation future des individus. Allez, du côté des entreprises cette fois, et en France, Aéroports de Paris publiera l'évolution de son activité pour le mois de septembre, ce vendredi. Des informations intéressantes à suivre, d'autant qu'il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu, l'Assemblée nationale a donné son feu vert à une privatisation du groupe d'ici fin 2019.
Et puis ce lundi 15 octobre, eh bien, c'est au tour de Total de publier ses résultats au troisième trimestre 2018. On va en reparler dans un instant dans la rubrique Le point d'actualité à surveiller. Aux États-Unis, maintenant vendredi, nous suivrons la publication des résultats d'une des holdings financières les plus puissantes du monde, évidemment. Elle s'appelle JP Morgan Chase. Ce sont les chiffres du troisième trimestre 2018 qui seront annoncés à cette occasion. Et puis mardi prochain, le 16, une autre des banques les plus puissantes du monde publiera également ses résultats pour le troisième trimestre 2018. Il s'agit de Goldman Sachs. À noter que ce même jour, Netflix, United Airlines et Morgan Stanley feront exactement la même chose. On revient donc comme promis sur Total dans le point d'actualité à surveiller ce matin, puisque le pétrolier français comparaît demain devant le tribunal à Paris pour corruption d'agents publics étrangers. L'affaire remonte en fait aux années 90. Total est soupçonné d'avoir versé des pots de vin pour obtenir des contrats en Iran. L'enquête a été ouverte en France fin 2006 et elle porte sur un peu plus de 30 millions de dollars qui auraient été distribués à partir d'octobre 2000. En marge de 2 contrats pétroliers et gaziers. L'entreprise s'apprête donc à être jugée sans ses principaux protagonistes, tous décédés, et considère que la tenue de ce procès est problématique. Pourquoi ? Eh bien parce que le groupe a déjà accepté une transaction de 398 millions de dollars aux États-Unis pour la même affaire en 2013, afin de mettre fin aux poursuites dans ce pays. Les avocats de Total devraient ainsi invoquer la règle dite du non bis in idem, selon laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni plusieurs fois pour les mêmes faits. Voilà pour l'actualité des grandes entreprises. On va s'intéresser tout de suite aux produits de bourse de la Société Générale avec Sébastien David. On va d'abord s'intéresser aux sous-jacents et produits de bourse les plus traités à la Société Générale. Sébastien. Effectivement, on commence avec les sous-jacents les plus traités. C'est toujours intéressant de voir les sous-jacents, les valeurs sur lesquelles les investisseurs se sont positionnés. On ne va pas reparler du CAC et du DAX qui sont en général aux 2 premières places. Plutôt du Nasdaq. C'est pas forcément un indice qui est très suivi par les investisseurs français, mais là il se retrouve 3e. Pourquoi ? Évidemment une correction sur les marchés américains. Sur 5 jours, là on a perdu presque 4% sur l'indice des nouvelles technologies américaines, suite à la baisse des prévisions de la croissance mondiale faites par le FMI, les tensions commerciales évidemment entre la Chine et les États-Unis, mais aussi la crainte sur certains pays émergents qui font chuter les indices américains et également européens. Donc cette correction et pas mal d'investisseurs sont positionnés sur des stratégies baissières sur le Nasdaq. Autre valeur évidemment aussi pour voir l'étendue des sous-jacents qui sont disponibles sur les turbos, les matières premières avec le Brent. Évidemment le Brent plus 10% sur un mois, on est aux alentours de 85 $, notamment suite à la baisse des exportations iraniennes. Autre valeur à signaler, Tesla. Alors là pour le coup, ça c'est très étonnant. Tesla, les valeurs américaines, souvent on retrouve Apple ou Google dans le top 5 ou top 10. Pas forcément Tesla, mais Tesla, forte correction ces dernières semaines suite à l'affaire entre Elon Musk, donc leur président, et la SEC, le gendarme de Wall Street, qui a engendré une forte correction sur cette valeur. Donc évidemment, certains investisseurs se positionnent dessus. Dernière valeur à signaler qui avait eu des belles performances depuis le début de l'année, Kering. On retrouve à la 10e place. Les valeurs de luxe qui corrigent légèrement et même encore ce matin, notamment sur la crainte du ralentissement de la demande en Chine. Donc évidemment, certains investisseurs anticipent les résultats des entreprises et se positionnent soit sur un rebond, soit sur la continuation de cette correction à la baisse sur ces valeurs. Alors pour y voir encore plus clair, on va peut-être voir un tableau précis de la classification des produits de bourse Société Générale. Effectivement, donc dans notre gamme de produits de bourse, environ 10 000 produits qu'on classe en 3 familles. La diversification avec les ETF de l'IXOR, les certifications % qui permettent de répliquer un indice. On a les produits de rendement sur lesquels actuellement d'ailleurs on a une offre qui est disponible qui s'appelle Premium Rendement France 2018 et sur lequel on a toutes les informations sur le site sgbourse.fr et les produits effets de levier donc qui représentent le gros de notre gamme avec les Varans,
avant les certificats leverage et short et les turbos. Et aujourd'hui, les produits qui nous intéressent, ce sont les turbos InfiniBase qui sont parmi les produits les plus traités dorénavant en bourse. Comment ça marche? En fait, c'est des produits à effet de levier qui permettent quoi? En fait, l'effet de levier, ça amplifie les variations d'un sous-jacent. Tout à l'heure, on voyait par exemple, on parlait de Kering, cette valeur. Si on a une exposition à la hausse sur Kering avec un turbo qui a un effet de levier de 5 par exemple, si Kering gagne 1%, votre produit va gagner 5%. Par contre, si Kering perd 1%, votre produit va perdre 5%. Donc l'effet de levier amplifie les variations à la hausse et également à la baisse. Donc ces produits, c'est exclusivement pour des investisseurs avertis qui ont l'habitude de maîtriser le levier. Parce que comme on l'a compris, ça peut aller très vite dans les deux sens. Donc on peut très vite avoir des performances positives, mais on peut très vite également avoir des performances négatives. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce type de produit. Et il faut bien respecter des étapes qui sont extrêmement importantes avant d'investir. Alors les étapes, c'est déjà se poser la question du sens, parce qu'on peut investir aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc dans quel sens? Donc si on est haussier, on va investir sur un turbo InfiniBase Call. Si on est baissier, on va investir sur un turbo InfiniBase Put. Le sens, l'amplitude des variations, parce que évidemment ça va avoir un impact. Donc quelle amplitude on attend sur la valeur qu'on a sélectionnée. L'échéance de temps dans lequel on voit la valeur, mettons, progresser de 4 ou 5%. Alors si c'est une semaine, un produit à l'effet de levier va être adapté. Si c'est 6 mois, 1 an, on va se positionner plutôt sur un autre produit comme les ETF. Et aussi l'autre question à se poser qui est toujours un petit peu plus dure, c'est l'invalidation. Qu'est-ce qui se passe si moi j'attendais une hausse de 5% en une semaine, si finalement le marché baisse de 2-3%? Qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, évidemment, il faut avoir des scénarios à la baisse et ressortir de sa position et éviter que le produit vaille zéro, parce que sur ces produits, on a un risque de perte en capital intégral. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette étape donc de sélection du sous-jacent, on peut sélectionner le produit qui va être adapté à cette stratégie avant de réellement passer son ordre en bourse. Alors justement, les stratégies, on va peut-être regarder un petit peu ce que vous proposez. Alors les stratégies, donc avec les turbos InfiniBase Call et Put, donc finalement soit stratégie haussière, soit stratégie baissière. L'avantage sur ces produits, c'est qu'on a un prix très simple à calculer sur le produit, puisque sur les calls, on fait le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice ou la barrière désactivante divisé par la parité, auquel on rajoute une prime de gap. Bien entendu, toutes ces informations sont disponibles sur le site. Pour un put, c'est l'inverse, prix d'exercice moins cours du sous-jacent divisé par la parité. Attention sur ces produits, barrière désactivante. Si on touche cette barrière désactivante, ne serait-ce qu'une seconde, le produit est désactivé avec une valeur nulle. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement utiliser les ordres de bourse qui sont mis à votre disposition par les courtiers, que ce soit les ordres à court limité ou les ordres qu'on appelle stop loss, pour limiter sa perte si le marché ne va pas dans le sens qu'on a attendu. Pas d'échéance sur ces produits, c'est ce qu'on appelle une échéance dite ouverte. Alors, qui dit effet de levier dit court terme. C'est pas parce qu'on n'a pas d'échéance sur un produit qu'on va le garder 6 mois, 1 an, voire plus. Il y a des risques importants sur ces produits et le risque, il est gérable sur quelques heures, voire quelques jours, mais pas sur des grandes périodes, parce que ça va être trop compliqué d'avoir une visibilité sur le marché sur des plus longues périodes. Donc, si on a un objectif à court terme, on peut se positionner sur un turbo. Si on a un objectif à long terme, on ne va pas se positionner sur ce type de produit. Alors je crois d'ailleurs que c'est le slide suivant pour bien voir les stratégies où c'est bien marqué dessus. On va peut-être le voir. En tout cas, donc on a les avantages et les inconvénients aussi. Alors effectivement, les avantages et inconvénients, comme je dis, produit à levier, ça multiplie les performances d'un sous-jacent. Alors on a aussi bien des sous-jacents comme les actions, tout à l'heure on l'a vu avec Kering ou Tesla, des indices, on a vu le Nasdaq, le CAC, le DAX, les matières premières avec le Brent, et dans le tableau également on voyait l'euro-dollar, donc vraiment multiples sous-jacents sur ce type, sur ces produits à retrouver sur notre site internet sgbourse.fr. On a un moteur de recherche sur lequel on peut très facilement retrouver les produits. On a un fonctionnement et calcul transparent, puisque on a vu c'est une soustraction entre deux cours, donc c'est extrêmement simple à recalculer. Pas d'échéance fixe, donc voilà, on n'est pas inquiété par l'échéance, une date butoir pour investir sur ce type de produit. Après les inconvénients, effectivement, c'est l'inconvénient aussi de l'effet de levier. Ça peut aller vite
vite dans l'autre sens et il y a un risque de perte intégrale du capital. Si on touche la barrière désactivante, on a investi 1000 €, le risque il est sur ces 1000 €. Tout à l'heure, on a parlé de Tesla, du Brent, c'est des valeurs qui sont cotées en dollars. Donc évidemment, il y a un impact du change lorsqu'on investit sur ce type de valeur. Donc attention à bien surveiller également le cours de l'euro-dollar. On est aussi bien impacté par l'évolution du Brent, par exemple, mais aussi par l'évolution de l'euro-dollar. Eh bien, merci beaucoup Sébastien David. On va voir tout de suite l'application concrète de ces turbos InfiniBest sur les marchés avec Valérie Gastaldi tout de suite. On va donc rejoindre Valérie Gastaldi. Rebonjour. Je rappelle que vous êtes senior analyste chez Day by Day. On va jeter un œil au CAC 40 qui fait un petit peu grise mine ce matin. Oui, pas que ce matin, ça fait déjà 2 semaines à peu près que le CAC 40 s'est replié. On a une situation sur l'indice CAC qui ne s'éclaircit toujours pas, à vrai dire, puisque depuis le début de l'été ou la fin du printemps, on évolue entre cette résistance rouge épaisse qui est à 5535 points environ et une zone de support qui est un petit peu au-dessus de 5230 points. Enfin, j'ai mis le niveau du plus bas précis est à 5226 points. Donc cette zone, on monte, on baisse et pour le moment on n'en est pas sorti, il n'y a rien de particulier à dire. Ce qu'on peut remarquer toutefois, c'est qu'on a ouvert lundi matin un gap baissier, c'est-à-dire que lundi on a ouvert, le plus haut de la journée de lundi est inférieur au plus bas de vendredi, mais également au plus bas de la semaine dernière. Donc toutes les personnes qui ont acheté au cours de la semaine dernière se sont toutes retrouvées en perte sans avoir l'opportunité de traiter de façon continue dès l'ouverture de cette semaine. C'est souvent quelque chose qui pèse sur les cours et on dit notamment que si le gap hebdomadaire, donc un gap du lundi matin, n'est pas fermé au cours de la semaine, il faut s'attendre on a une forte chance d'avoir une rupture du support par la suite. Alors sur ce CAC, donc pas de direction très forte, mais je veux rajouter des petites choses avant que Sébastien fasse ses commentaires produits, parce que le CAC n'est pas l'indice qui va le mieux nous renseigner. Voilà ici le DAX sur un horizon de temps d'à peu près 5 ans. Chaque barre est une barre hebdomadaire et ce que je tiens à mettre en avant, c'est cette formation qu'on appelle une formation en tête-épaule. C'est une figure, en fait depuis 2 ans en gros, le DAX fait du surplace et il approche actuellement de sa zone de support, 11 726 au plus bas, on va la compter, 11 886 au plus haut. Si on enfonce ces niveaux, on déclenche ce que l'on appelle une tête-épaule. Donc vous voyez que si sur le CAC ça n'a pas l'air de grand chose, ce qui est en jeu, sur le DAX ça commence à avoir l'air un petit peu plus gênant si la baisse se poursuit. Et est-ce qu'on va enfoncer ce support ou pas? En fait la réponse elle est dans l'évolution des indices américains, parce que jusqu'à présent on a des indices américains qui à part la chute du mois de février se sont relativement bien repris depuis le printemps. Et ils ont permis aux indices européens, à chaque fois qu'on allait tester les bas des consolidations, de se reprendre. Donc on a réussi à se maintenir grâce à ces indices américains qui sont restés haussiers. Le S&P a rejoint de nouveaux sommets historiques. Là vous avez le graphique du S&P, l'indice leader américain, depuis 5 ans aussi. Donc vous voyez qu'on avait fait un sommet en janvier. On l'a franchi précisément fin août. Et on est en train de revenir sur les précédents sommets. Donc à court terme, là on va passer sur un graphique beaucoup plus précis. Ce point bas ici, c'est celui du mois de juin. À court terme, on a un niveau majeur à surveiller, c'est 2864 points sur le S&P 500, sur l'indice, pas sur les futurs. C'est ce niveau qui fait basculer le S&P de la tendance haussière qui pour le moment n'a subi qu'une vulgaire petite correction, un petit peu équivalente à celle que l'on a eue justement plusieurs fois au cours de l'année, en quelque chose de plus fort, dont on ne connaît pas très bien l'ampleur que cela pourrait prendre. Mais en tout cas, si on enfonce 2864, on va enfoncer, vous voyez ma ligne bleue ici,
Voilà, c'est donc une ligne, ce qu'on appelle une ligne de tendance haussière. Elle passe au même niveau que les précédents sommets. C'est la moitié de la dernière hausse. Enfin bref, on a beaucoup de signaux de détérioration qui viendraient s'accumuler. Donc on irait sans doute à 2794 assez vite. Mais ça peut dire qu'on revient dans la zone de consolidation de l'année 2018 et que ça, c'était un petit excès d'optimisme, mais qu'il faut envisager un retour sur le bas de la consolidation. Donc tout ça, c'est pas encore joué, c'est ce qui est en train d'être négocié aujourd'hui. Et vous voyez que tout va se jouer sur le S&P pour savoir dans quel sens on va prendre le CAC 40 pour traiter. Donc il faut être tactique. On a des niveaux, notamment, alors sur le CAC 40, pour revenir en tactique, en fait, tant que le gap baissier est ouvert, on peut tout à fait privilégier les positions baissières parce qu'on n'a pas encore vraiment atteint le support. Donc vendre actuellement, si on retourne sur le support, ce n'est pas un gain considérable, mais on ne peut pas non plus perdre beaucoup si on a tort, parce qu'on va se couper si on ferme le gap. En revanche, si après avoir testé le support, on attend 1 ou 2 jours et on enfonce le support, là on voit que le potentiel de gain est relativement important. Si vous voulez acheter, vous avez intérêt à attendre un tout petit peu, qu'on baisse un petit peu, et vous allez vous stopper en dessous de 5200 points, parce que si on l'enfonce, on va avoir ce signal de baisse supplémentaire. Voilà, en surveillant qu'on ait des signaux équivalents sur le S&P. Voilà, c'est pas une situation facile à expliquer. Ça, oui. Alors Sébastien, justement, sur ces marchés incertains, quelle est la stratégie ? Alors quelle est la stratégie? Donc ça, on a surveillé donc les marchés américains en fonction de ce qu'ils font. Soit on a une stratégie de rebond et on peut investir sur un turbo infini base call, et on a sélectionné celui avec une barrière à 4759 points. Cours à hier à 5,24, donc bien entendu le cours évolue en temps réel, donc évidemment à regarder sur notre site internet ou le site de son courtier. L'effet de levier à 10, tout à l'heure je parlais de la multiplication des variations. Là, si le CAC gagne 1%, votre produit va gagner 10%. Si le CAC perd 1, votre produit va perdre 10%. Pour le négocier sur son compte titre, des 962S. Si on anticipe plutôt le retour, la continuation de la baisse des indices et notamment du CAC 40, on va investir, on va se positionner sur celui avec une barrière à 5784 points, le cours à 5,18, l'effet de levier à peu près similaire à celui du call, et pour le négocier E104S. Valérie, on va jeter un œil maintenant à 2 titres qui se portent plutôt bien, Legrand et Sanofi. Oui, alors Legrand se porte bien, voilà l'évolution de Legrand sur les 9 derniers mois. Donc vous voyez que le 24 septembre, on était à 64,30 à peu près au plus haut, et on se retrouve là à 59,30. Oui, au moment où on du tout bien en fait, c'est ça. Tout est relatif, il y a des valeurs qui ont fait pire, voilà. En tout cas, ce qui a retenu mon attention, c'est que c'est vrai que sur le plus long terme, c'est une valeur qui est quand même relativement robuste et qu'elle a vraiment beaucoup décalé à la baisse. Et je vais vous mettre tout d'un coup beaucoup d'historique, ça c'est un petit peu trop, voilà. Mais vous voyez ce niveau, le trait gras sur lequel on arrive là, 59,20, 59,30, c'est un niveau qu'on a testé déjà à plusieurs reprises. Donc c'est un niveau spéculatif. J'insiste, mais les turbos sont des produits qui servent justement à mettre en place des stratégies très courtes sur le marché, et c'est bien adapté ici pour jouer un rebond sur Legrand. On a une première résistance à 61,50. Moi, je serais plus raisonnable, je viserais même un petit peu moins sur Legrand, 60, 70, 60, 80, quelque chose comme ça. Mais un rebond sur 1 ou 2 jours, sur des effets spécifiques à Legrand, tout simplement parce qu'elle a déjà beaucoup décalé à la baisse et qu'elle revient sur un gros niveau pour acheter un petit peu. Et Sanofi alors, avant de passer au conseil de Sébastien? Alors Sanofi, rien à voir comme valeur, on va prendre un petit peu moins, voilà. Elle, effectivement, depuis l'été, elle est très soutenue, et en fait vous voyez que elle est encore en train de rebondir. Je vais pousser un petit peu ce trait qui nous donne la zone de rebond, En fait, on avait une résistance auparavant qui était autour de 76, j'ai bien autour. On l'a franchi, on est allé un petit peu en dessous, mais ça s'assimile quand même à ce que l'on appelle un pullback, c'est-à-dire
c'est-à-dire un retour pour tester le précédent support. Quand on se met en clôture, c'est un petit peu plus clair. On avait les deux plus hautes clôtures et la clôture au cours du repli. Donc en fait, on voit que Sanofi est reparti à la hausse. Donc on peut viser un nouveau petit sommet sur Sanofi. On a une résistance suivante à 79,55 actuellement sur Sanofi et on placera le stop un petit peu en dessous de 75, c'est-à-dire les plus bas d'hier. Sébastien, que conseillez-vous ? Alors c'est plutôt une sélection plutôt qu'un conseil, donc par rapport à ce que nous a dit Valérie. Donc sur le grand, effectivement une stratégie haussière, donc avec un call à 53,59 pour le négocier 1,38, effet de levier 8,7 et pour l'acheter sur son compte titre le G530S. Pareil, stratégie haussière sur Sanofi par rapport à ce que nous a dit Valérie. Barrière désactivante à 65,81, un cours à 1,06, l'effet de levier à 7,2 et pour le négocier le V468S. Pour rappel aux investisseurs, si on touche les 65,81, le produit est désactivé. Donc attention lorsqu'on arrive sur cette zone-là, bien revendre avant pour éviter de perdre l'intégralité de son capital. Valérie, comment se porte ST Microelectronics ? Pas bien. ST Micro, je vous donne là aussi un petit peu de recul sur la valeur. Voilà un sommet qui avait été atteint en novembre 2017, puis un autre sommet ici autour de 22,70 en juin de cette année. Et depuis ce sommet, on n'a pas cessé de baisser et on a baissé avec à chaque fois, vous le voyez, quand on a rebondi, on n'a jamais réussi à dépasser les précédents points bas. Ici, on avait des points bas, on les enfonce, on rebondit, on reste en dessous. On enfonce après le précédent point bas, on rebondit, on reste en dessous. On vient d'enfoncer à nouveau en point bas. Donc, l'hypothèse qu'on va formuler, c'est qu'on ne va pas réussir à revenir au-dessus de 18,21 dans les jours à venir et qu'en revanche, on a des supports qui sont à, j'arrive pas bien à lire de si loin, 13,80 et 12,23 et qui peuvent servir d'objectif sur ST Micro pour jouer une valeur qui est faible dans un marché qui potentiellement pourrait s'affaiblir. Alors là, on est sur du put dans ce contexte-là ? Exactement, qui dit baisse, dit put, donc stratégie baissière. On a sélectionné donc une barrière désactivante à 17,88. Là, donc, il se désactive à la hausse. Si on touche les 17,88, le produit s'arrête. Le cours à 0,64, l'effet de levier à 4,7 et les mnémoniques pour le négocier, le V807S. Tous nos produits en fait ont un code mnémonique qui finissent par S comme Société Générale, donc c'est assez facile à le retrouver, retrouver nos produits dans les gammes de produits. Eh bien merci Sébastien, merci également à Valérie. Voici le proverbe boursier du jour. Et voici un fragment de sagesse financière qu'on vous livre aujourd'hui. C'est dans les ciels bleus qu'éclatent les orages. C'est joli, non? C'est joli, oui, mais il faut faire attention quand même, surtout aux orages, et ça fait écho à l'actualité de LVMH, Valérie. Oui, effectivement. Il y a toujours un décalage entre les nouvelles et ce que font les prix sur les marchés financiers. Enfin, toujours. Souvent un décalage entre les deux. Donc ce proverbe, la façon dont je vous propose de le comprendre, c'est que quand toutes les nouvelles sont bonnes, donc quand le ciel est bleu, il faut être particulièrement vigilant à tous les signaux qui viennent des prix et qui nous disent le contraire des nouvelles. Aujourd'hui, LVMH nous a annoncé des résultats en hausse encore de 10%. Ma foi, c'est quand même très bien, surtout qu'on part d'un niveau qui n'avait pas de quoi faire rougir, loin de là. Donc c'est plutôt a priori une bonne nouvelle. Pourtant, LVMH baisse, avant que j'arrive en plateau, on devait être à moins 3,5. LVMH donne en fait techniquement un signal de vente parce que cela fait depuis le début de l'année qu'LVMH évoluait entre 279 et 313, 314. On est venu à plusieurs reprises tester la zone à 314. On a testé le support à 279 à plusieurs reprises aussi. Donc on avait consolidé dans cette zone.
et on enfonce le 279. C'est un signal de vente, c'est un signal de retournement de tendance, c'est un signal qui nous dit la tendance haussière que l'on connaît sur LVMH depuis 2016, elle dure depuis plus longtemps, mais au moins celle depuis 2016, elle a besoin d'être consolidée. Voilà, donc techniquement, quand on a un gros écart entre une bonne nouvelle et un mauvais signal, il n'y a pas photo, il faut croire le signal. C'est ne croyez pas ce que je dis, croyez ce que je fais. Le marché vend. C'est presque il n'y a pas de fumée sans feu, ça pourrait être une deuxième expression un petit peu. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, cette expression-là, mais justement, actuellement, il y a le feu, mais il n'y a pas de fumée. D'accord ? On n'a pas... Pourquoi faudrait-il vendre LVMH alors que les résultats restent en hausse ? Alors oui, on est d'accord que potentiellement, on peut s'inquiéter d'un ralentissement commercial. Mais le ralentissement commercial lié au problème avec la Chine, ça fait quand même de très nombreux mois qu'on en parle. Alors pourquoi faudrait-il s'en soucier aujourd'hui plutôt qu'il y a un mois ? D'accord ? Potentiellement, ce ralentissement commercial, on peut tout à fait se dire qu'il est déjà intégré dans les prix. Donc pourquoi est-ce que LVMH baisserait ? En fait, la raison fondamentale, on ne la connaît pas. La vraie raison qui fait que un jour, des actions qui sont en bonne santé financière, qui ont de très bons résultats, pourtant se mettent à baisser, c'est tout simplement que les investisseurs ont déjà énormément investi sur la valeur, qu'ils sont dans l'ensemble surpondérés sur le titre et que finalement, quand il y a une bonne nouvelle, il n'y a plus grand monde pour en acheter encore plus. Voilà, parce que pour continuer à faire monter une valeur, il faut qu'il y ait toujours des gens qui veuillent en acheter plus. Voilà, c'est ça qui est difficile. Et quand d'un coup ces gens ne sont plus là, eh bien nous sommes dans des mécaniques de flux. Il suffit de quelques personnes en moins à l'achat pour que tout d'un coup ceux qui sont le même nombre que d'habitude à la vente, ils font baisser les prix. Ils sont obligés d'aller chercher des contreparties plus bas. Donc c'est comme ça qu'on fait les retournements, c'est-à-dire qu'on les fait sans mauvaise nouvelle avérée. Voilà, l'orage arrive quand le ciel est bleu. Eh bien, merci beaucoup Valérie Gastaldi. Merci beaucoup également Sébastien David. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que tous les produits de Bourse Société Générale sont à retrouver sur le site sgbourse.fr. Vous pourrez également y retrouver tous les replays de cette émission. Merci encore pour votre attention et votre fidélité. À très vite.